allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le jeudi 19 juin. J'ouvre un peu tardivement ce vlog parce que j'ai eu une semaine ultra chargée. C'est un peu désagréable parce que du coup, non seulement je n'ai pas eu le temps de prendre la caméra, mais en plus, et le plus grave, c'est que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour lire, à mon grand dam, parce que j'aime énormément ma lecture en cours. Et si vous saviez, j'ai juste envie de la binge lire. Comment on peut dire? La binge reader. J'ai juste envie de rester chez moi, à ne rien faire et n'avoir que du temps pour lire. Parce que cette lecture, elle est ultra prenante. Elle est ultra bien, c'est trop bien. Je vous l'avais déjà présenté dans le précédent vlog, donc si vous voulez aller voir le précédent vlog pour avoir une idée du livre que je vais vous présenter dans 2 secondes, donc c'est complètement stupide ce que j'allais dire, mais tout simplement pour voir ce que j'ai lu la semaine dernière et mon premier avis sur le livre que je suis en train de lire, je vous mettrai comme d'habitude le vlog précédent, donc juste ici, dans le petit i. Et sinon, quel est ce fameux livre que je suis en train de lire et qui est vraiment trop bien? Alors, si vous avez suivi mes vlogs précédents, vous savez que pour l'instant, j'ai une petite obsession pour une saga et un auteur bien particulier. Et donc, je suis en pleine lecture d'un livre de Nicolas Lebel, Dans la brume écarlate. Et donc, c'est le 5e tome de la saga qui met en scène le capitaine Merlicht et son équipe. Donc, je vous ai déjà énormément parlé de cette saga. J'ai lu le premier tome au mois d'octobre, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 quand j'étais donc en vacances à Bali et Singapour. Je vous avais fait une vidéo récapitulative où je vous présentais ces 2 lectures et le vlog précédent, je vous parlais du coup du tome 4 que j'ai lu la semaine dernière. J'ai commencé le tome 5, je sais plus quand, samedi je pense, il me semble. Et donc, comme vous pouvez le voir depuis samedi, j'ai bien avancé quand même. Je pense que j'ai dépassé la moitié, mais je n'ai pas non plus énormément lu. Donc, je suis à la page 290 sur 535. Voilà, donc ouais, j'ai dépassé la moitié. Mais voilà, j'ai pas non plus des masses lues cette semaine, pour mon plus grand désarroi, parce que franchement, cette lecture, elle est trop bien. Mais juste avant de vous commenter, de vous donner un petit peu mon avis, de quoi parle ce livre? Donc on est toujours avec le capitaine Merlicht et son équipe, composée du lieutenant Latour et du lieutenant Dos Santos, et ils vont voir apparaître un beau matin dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris une femme qui va signaler la disparition de sa fille. Seulement, sa fille, elle est majeure et elle n'est pas portée disparue depuis plus de 48 heures. Et donc au début, Merlicht et son équipe sont un petit peu frileux à l'idée de déclarer la disparition parce que quand un adulte ne donne plus signe de vie, en fait, il a on ne doit pas directement sonner l'alarme, etc. C'est pas comme si la personne était mineure. Mais Merlicht va quand même prendre un petit peu, va avoir de la peine en fait pour cette femme qui est venue le consulter, lui demander d'enquêter sur la disparition de sa fille, et donc va quand même amorcer l'enquête avec donc tout ce qui est le pôle informatique du commissariat, et il va commencer un petit peu à enquêter sur cette disparition, même si voilà, c'est pas trop officiel. En parallèle de cela, il va être appelé avec son équipe. On fait encore les fifous Fast and Furious dans la rue. Il va donc être appelé avec son équipe au Père-Lachaise parce qu'en fait on a trouvé, les gardiens en faisant leur tour du matin ont trouvé une énorme flaque de sang, plus de 2 litres de sang, mais pas de cadavre. Et donc du coup il s'inquiète un petit peu parce que la veille, l'un des 2 gardiens du cimetière du Père-Lachaise avait quand même entendu des bruits un petit peu chelous qui l'avaient effrayé, et donc du coup voilà, il se pose la question d'où vient ce sang, il n'y a pas de corps, etc. Le mystère reste entier. Et donc Merlicht et son équipe vont commencer à se poser des questions, à essayer de voir est-ce qu'il y a un lien entre la disparition de la jeune fille et cette énorme flaque de sang, sachant qu'en plus, en parallèle de tout cela, il y a un corps qui a été repêché dans la Seine, un corps qui est totalement vidé de son sang et qui porte sur le cou la marque de 2 piqûres écartées de 4 cm qui font penser à des crocs de vampires. Et donc, voilà, on va tourner autour de ces 3 affaires et on va quand même se douter très rapidement qu'il va sans doute y avoir un lien et qu'on va tourner autour d'un roman qui
prend des allures enfin qui tourne autour du fantastique, du roman gothique, etc. Voilà, on est dans une ambiance très particulière, d'autant plus que sur Paris, au moment où se passe l'enquête, il y a un énorme brouillard hyper épais qui reste sur la ville pendant plusieurs jours, et donc ça crée vraiment une atmosphère très particulière, très halloweenesque dans ce roman. Donc voilà un petit peu pour le résumé. J'avoue, c'est pas évident de résumer parce qu'il se passe plein de choses. Il y a encore d'autres choses qui se passent en parallèle, mais je ne préfère pas vous en parler pour vous laisser potentiellement la surprise entière. Je pense, cela dit, que je l'ai évoqué dans le précédent vlog, donc pour éviter aussi de faire trop de répétitions. Mais voilà un petit peu pour le résumé. Et franchement, cette lecture, elle est trop bien. On retrouve comme d'habitude la capacité, le génie de Nicolas Lebel de nous immerger dans une histoire hyper intéressante. On est dans un polar urbain, un véritable polar qui nous plonge aussi bien dans l'enquête que dans la vie personnelle des personnages principaux. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que du coup, l'enquête est un petit peu, non pas tirée en longueur, mais elle prend son temps. Mais c'est hyper addictif quand même, quoi, parce que du coup, on suit en parallèle l'équipe du capitaine Merlich dans sa vie privée, puis on suit l'enquête, etc. Et c'est vraiment trop bien, en fait, de suivre ces personnages, aussi bien d'un côté professionnel que d'un côté personnel. Et puis, je sais pas, c'est prenant. Là, je trouve qu'on est moins dans des thématiques comme dans Sans pitié ni remords et de Cauchemar et de feu. Je trouve que la documentation, enfin en tout cas la thématique prête peut-être moins à l'immersion totale et à la documentation sur une thématique particulière. Donc dans De Cauchemar et de Feu, c'était le conflit nord-irlandais. Dans Sans pitié ni remords, c'était sur le vol d'œuvres d'art, le recel d'œuvres d'art, etc. Et donc c'est clair que c'était une ambiance... Enfin, c'était, comment dire, une thématique particulière qui nécessitait beaucoup de documentation. Ici, on est plutôt autour des gothiques, autour de toute cette fascination autour des monstres, des vampires, de la créature de Frankenstein, etc. Il y a également la question des migrants, qui est également traitée dans ce roman. C'est pas aussi poussé au niveau de la documentation et de la restitution de la documentation que les deux romans que je vous ai cités précédemment. Donc il y a quand même on va dire une nouveauté, un nouveau vent de fraîcheur qui plane sur ce roman, donc on change complètement un petit peu la manière de narrer les choses, mais je trouve que c'est tout aussi addictif à sa façon. Il y a beaucoup plus de suspense, j'ai l'impression ici, ou en tout cas c'est beaucoup plus nébuleux, c'est beaucoup plus intriguant, il y a différents points de vue qui, voilà, on comprend assez rapidement les liens, mais... de là à comprendre tous les maillons de cette chaîne, enfin d'avoir un aperçu ou d'essayer de raccorder tous les maillons de cette chaîne, c'est quand même un petit peu complicado. Et donc du coup, ça nous tient en haleine en fait et on a envie de savoir. Et je trouve que la particularité de ce roman, c'est qu'il arrive énormément à nous immerger. Donc imaginez un Paris avec un brouillard hyper épais où on a des meurtres qui font référence à des personnes complètement folles qui croient en vampires et qui jouent aux vampires. Enfin, c'est vraiment une atmosphère hyper particulière, hyper tendue, hyper dense, hyper angoissante. Et là, je trouve vraiment que, encore une fois, Nicolas Lebel a réussi à se démarquer des autres livres de sa saga. Parce que c'est une toute autre ambiance, une toute autre atmosphère, une toute autre dynamique au niveau de l'explication de l'enquête et du déroulé de l'enquête. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment trop bien. Donc comme je l'ai dit, beaucoup moins de documentation, mais suffisamment de talent et suffisamment comment dire, de narration, d'éléments qui apparaissent, qui nous tiennent en haleine et qui font qu'on est à fond dans le roman et qu'on n'a qu'une envie, c'est de le dévorer, quoi. Donc voilà un petit peu pour mon avis, donc à la page 290, hein, c'est ça, ouais, 290. Franchement, là ce soir j'ai cours de japonais, donc pendant 2 heures je vais être occupée, puis je vais essayer pas trop non plus aller dormir tard parce que même si demain je suis en télétravail, j'ai envie d'une bonne nuit de sommeil parce que je suis relativement fatiguée en ce moment. Et du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est demain, après le télétravail, j'ai de la chance, je suis en télétravail, donc ça veut dire que je vais pouvoir terminer la journée tôt. Et directement après avoir clapé mon ordinateur, dégainer le livre, me poser dans mon fauteuil sur ma terrasse ou dans mon lit et le continuer. Et j'espère pouvoir le terminer, ça va quand même être compliqué, mais potentiellement le terminer avant le week-end, parce que ce week-end, je ne serai pas à la maison, je serai à Paris. Je vais voir ma copine Lucie, on va se faire un petit week-end en fait avec mon mari à Paris, je vais en profiter pour voir ma copine Lucie.
Et en fait, on fait un week-end à Paris tout simplement parce que lundi, le 23 juin, au Luxembourg, c'est jour férié. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est jour férié, parce que je me dis que ça ferait peut-être bien, ce serait une bonne idée en fait de faire un petit point culture sur pourquoi le 23 juin est férié au Luxembourg. Donc du coup, je pense que je reprendrai la caméra potentiellement mardi pour conclure ce vlog, si je la prends pas avant bien évidemment. Mais en tout cas, ce sera peut-être plus à propos de vous faire un point culture plus tard dans le vlog quand on sera un petit peu plus proche de ce jour férié. Mais donc voilà, donc week-end prolongé pour les Luxembourgeois et ça c'est vraiment trop cool. 3 jours ça va faire du bien. En plus comme je vous l'ai dit avec mon mari, on va aller à Paris donc ça va être trop bien. On va bien manger, on va faire du shopping, on va aller visiter les musées. On a déjà une exposition et un musée de prévu. Donc voilà, ça va être trop bien. Bien évidemment, je vous prends avec moi. Je vais vous faire des petits plans bien sympathiques des différentes choses que l'on va faire. Et en attendant de vous retrouver face cam, je vous dis donc à plus tard. Je vous retrouve pour clôturer cette 60e semaine de vlog. C'est dingue, 60. Dire que ça fait 60 semaines, voire plus en fait, vu que j'ai fait quand même des pauses entre les vlogs que je filme. C'est dingue quand même.
de se dire que ça dure aussi longtemps. Donc merci à vous d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux avec les semaines à regarder ces vlogs. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc écoutez, dans cette clôture de 60e vlog, j'ai de quoi faire. Donc si j'ai un conseil à vous donner, installez-vous bien confortablement, prenez une petite boisson chaude comme un petit thé, un petit chocolat chaud ou un apéro, bien évidemment, apéro spritz, mojito, peu importe, coupe de champagne, allez-y, faites-vous plaisir, mais en tout cas, installez-vous bien confortablement parce que au programme du jour de ce rush, nous allons avoir un update lecture, nous allons avoir un petit book haul et il va également y avoir un point culture. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par le point culture parce que comme je vous l'avais annoncé dans le précédent rush, pour nous au Luxembourg, c'était un week-end prolongé. Nous avions donc un week-end de 3 jours parce que le 23 juin, c'est férié au Luxembourg parce que c'est le jour de la fête nationale, plus précisément le jour de la fête de l'anniversaire du Grand-Duc. Parce qu'en fait, au Luxembourg, donc pourquoi est-ce que c'est le 23 juin la fête nationale ? Il n'y a pas vraiment d'explication pour ça. Donc ce n'est pas comme en Belgique où il y a la déclaration d'indépendance ou comme en France la prise de la Bastille qui marque véritablement un anniversaire hyper marquant pour l'indépendance du Luxembourg. Non, on n'a pas vraiment de fait de ce genre ici. Et donc du coup, pour fêter la fête nationale, on fête également l'anniversaire de notre souverain. Et donc traditionnellement, depuis Guillaume Ier, qui était le premier grand-duc de Luxembourg en tant que pays, donc depuis Guillaume Ier, on a décidé de réaliser la fête nationale, de fêter la fête nationale le jour de l'anniversaire du Grand-Duc. Et donc ainsi, au fur et à mesure des années, on a eu plusieurs fêtes nationales à différents moments de l'année. Donc il y a eu parfois en août, en décembre, en janvier, etc. Et puis depuis 1961, on a décidé de fêter la fête nationale le 23 juin. Alors pourquoi ? Parce que donc en 1961, depuis les années 40, il me semble, la personne qui était au pouvoir, la grande-duchesse, parce que c'était une femme, c'était la grande-duchesse Charlotte, qui est une figure historique et hyper marquante ici au Luxembourg. D'ailleurs, je vous en ferai un point culture particulier parce que je vous montre énormément sa sculpture dans mes petits rushs de transition comme ça, et je me suis dit que ça pourrait être bien en fait de vous faire un point culture sur cette grande-duchesse, l'unique grande-duchesse, non pas l'unique, pardon, on en a eu 2, mais la première, enfin bref, je vous expliquais ça dans un autre point culture, mais en gros la première, elle n'est pas restée très très longtemps sur le trône, elle a marqué les esprits de manière assez négativement, alors que sa sœur, donc la grande-duchesse Charlotte, a marqué les esprits des Luxembourgeois de manière ultra positive, et c'est une figure marquante de l'histoire du Luxembourg, et c'est une personnalité hyper importante pour les Luxembourgeois. Bref, du coup, sous son règne, la fête nationale se déroulait le jour de son anniversaire, donc le 23 janvier. Et puis en fait on s'est rendu compte que le 23 janvier, on est quand même en hiver, les conditions météorologiques ne sont pas optimales pour faire la teuf, pour fêter la fête nationale. Et donc on a décidé en 1961 de déplacer la fête nationale du 23 janvier, 6 mois plus tard, donc pour le 23 juin. Et donc voilà, donc au lieu de fêter le jour de l'anniversaire de la Grande-Duchesse, on a préféré changer ça 6 mois plus tard pour que les conditions météorologiques soient beaucoup plus agréables pour pouvoir faire la fête et fêter l'anniversaire du Grand-Duc. Enfin de la grande-duchesse en l'occurrence, et son fils Jean, donc qui a suivi après l'abdication de la grande-duchesse Charlotte, et son petit-fils Henri, qui est notre grand-duc actuel, ont décidé de perpétuer la tradition et donc de continuer à fêter la fête nationale le 23 juin. Alors cette année c'était assez particulier également pour le Luxembourg parce que c'était la dernière fête nationale avec notre grand-duc actuel, donc le grand-duc Henri. Il va abdiquer, pardon, c'est compliqué ce mot, il va abdiquer en octobre prochain. Le 3 octobre plus précisément, c'est le lendemain de mon anniversaire, donc je retiens assez facilement la date, en faveur de son fils, donc Guillaume. Et donc c'était quand même une fête nationale un petit peu particulière cette année, la dernière avec le grand-duc Henri au pouvoir. Et donc voilà un petit peu pourquoi lundi, pour nous, les Luxembourgeois, les personnes habitant au Luxembourg, parce que je ne suis pas encore luxembourgeoise, eh bien nous avions férié, et donc avec mon mari, je vous l'avais dit dans le précédent rush, nous en avons profité pour partir en week-end prolongé à Paris, donc ainsi j'ai pu voir ma copine Lucie, et on a pu profiter également de la capitale française. Il faisait super beau, c'est
c'était vraiment un week-end parfait. On a fait des expositions, on a fait du shopping et forcément qui dit shopping dit passage en librairie et c'est pourquoi je vais avoir un petit book haul à vous faire. Alors, est-ce que j'enchaîne directement avec le book haul ou pas? Ouais. J'enchaîne avec le book haul et je vous ferai mon avis lecture à la fin de ce rush. Alors, pour commencer le book haul, je vous l'ai dit, avec mon mari, on a fait quelques musées. Donc, on est allé au Petit Palais pour voir une exposition et on a également fait le musée des Invalides. Et quand on a été au Petit Palais, on a été voir cette exposition aussi, donc Dessins de bijoux, les secrets de la création, qui est bientôt terminée. Elle termine en début juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà terminée ou elle sera encore là pendant quelques jours, mais en tout cas, elle termine bientôt. Et en fait, cette exposition, donc c'est sur les... Je trouve pas les dates. Attendez. Jusqu'au 20 juillet, donc j'ai dit complètement des bêtises. Quand ce vlog sortira, elle sera encore là pour quelques semaines, quelques jours. Donc si ça vous intéresse, foncez parce que voilà, elle est bientôt terminée. Donc en fait, cette exposition donc, est dédiée au dessin des bijoux. Donc avant de devenir des pièces remarquables, bien évidemment, le bijou est d'abord créé, l'idée est amorcée dans la tête d'un artiste qu'il couche ensuite sur papier. Il y a différentes phases, depuis les phases préparatoires ultra brouillons jusqu'au dessin, au croquis extrêmement précis qui vont être envoyés dans les ateliers de joaillerie. Voilà, il y a toute une évolution du dessin de bijoux et donc c'est cela que retrace l'exposition. Donc on va commencer par tout ce qui est analyse de la nature, croquis sur le vif d'oiseaux, de végétaux, etc. Renseignements dans les... manuels encyclopédiques, dans les manuels illustrés, etc. pour essayer de trouver une variété de formes différentes, aussi bien animales, végétales, mais également tout ce qui va être l'étude des différents motifs historiques que les créateurs de bijoux vont puiser dans les œuvres anciennes. Donc on apprend dans cette exposition que les grandes joailleries comme par exemple Cartier vont envoyer leurs créateurs, leurs dessinateurs dans les musées pour qu'ils s'inspirent des formes grecques, romaines, égyptiennes, étrusques, etc. Mésopotamiennes, enfin bref, de toutes les formes d'art disponibles dans les musées parisiens pour s'inspirer, pour créer des bijoux. Et donc on va voir un petit peu les différentes techniques également de dessin pour comment représenter les pierres, comment représenter la transparence de l'émail, des émaux, des pierres qui sont opaques, des pierres qui sont translucides, comment va évoluer parfois un projet. Et dans les dernières salles, on va également avoir des dessins donc finaux, finalisés des bijoux avec les bijoux juste en dessous. Moi, c'était ma salle préférée. J'adorais pouvoir comparer le projet au projet réalisé en 3D. C'était véritablement impressionnant à voir. Et dans la toute dernière salle, on avait également des croquis un peu plus en vrac de différents modèles de colliers, de pendentifs, de diadèmes, de boucles d'oreilles, de bracelets, etc. qui pouvaient être mis à disposition des différents acheteurs, de différentes personnes, voilà, qui rentraient dans une boutique. Ah tiens, ce modèle-là me plaît, pourriez-vous me le faire sur mesure, etc. Et c'est ainsi que l'exposition s'achève. C'était véritablement hyper intéressant. L'exposition, elle est relativement courte, elle a 4 salles et franchement je trouve qu'au niveau de la didactique c'est extrêmement bien expliqué, les thématiques sont variées, on en apprend également plus sur les maisons de joaillerie, donc comme par exemple Cartier, on aborde également la maison Boucheron, des maisons dont j'ai complètement oublié le nom, certaines je sais, je les connais, d'autres je ne connaissais pas du tout, donc j'ai appris énormément également sur l'art de la joaillerie et les différentes maisons de joaillerie qui existaient au début du XXe siècle par exemple, même au XIXe siècle. L'histoire également des familles qui étaient à la tête de ces grandes entreprises. Et voilà, c'était véritablement une immersion dans le monde du bijou, mais dans un monde un peu plus créatif. Vraiment, on apprend un peu plus sur les sources d'inspiration, on apprend un peu plus également sur la technique du dessin et sur tous les métiers en fait qui entourent le produit final du bijou, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité ça
quand on a une pièce comme par exemple ce peigne, ou alors plus... Oh, cette pièce-là était magnifique. Comme par exemple cette pas du tout, cette broche. Voilà, vous voyez ici on a par exemple le premier croquis, et puis ensuite au fur et à mesure des étapes, le croquis va s'affiner, devenir beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus proche également de la réalité technique, parce que par exemple faire une queue comme ça, qu'est-ce qu'il met? Oui non, là il met juste des annotations pour la matérialité et les couleurs, mais voilà, ça c'est pas vraiment faisable en bijoux. Il faut que les pierres soient beaucoup plus serties, enfin voilà, il y a vraiment tout un travail d'adaptation de l'idée de l'artiste, du créateur du bijou à la réalité de l'artisanat du bijou. Et donc on va voir aussi comme ça des évolutions de projet. Donc on va avoir la première phase donc de documentation sur le vif, donc par exemple ici ce serait l'oiseau, puis ensuite le premier croquis, la première idée de broche, puis ensuite le croquis revu soit par donc le Louis Cartier, admettons, je pense que ça de toute manière c'est une broche Cartier, mais voilà, par le chef de la maison de joaillerie, puis ensuite avec les commentaires des différents artisans, des différents travailleurs plus manuels qui vont venir travailler sur ce bijou. On va également avoir un croquis qui va être adapté selon les faisabilités techniques, et puis ensuite il va avoir le croquis final avec parfois des rehauts au niveau des couleurs pour simuler la couleur, la transparence, l'apparence, voire parfois l'épaisseur des différentes pierres précieuses, pour donner ensuite voilà, le produit final qui est cette broche. Et franchement j'ai trouvé que cette exposition elle était hyper intéressante. Moi de base je suis beaucoup plus intéressée par la peinture, par les dessins, par la sculpture. Là forcément on est sur le dessin, donc je vais avoir un intérêt, mais de véritablement voir que derrière ce dessin il y a également tout un aspect technique, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Et après d'avoir également des objets d'art, mais d'une finesse et d'une beauté incroyable, comme par exemple encore une fois cette broche qui peut être également portée en pendentif. C'était vraiment magnifique à voir. J'en ai appris pas mal sur les inventeurs de bijoux, sur les dessinateurs, sur les maisons, comme je l'ai dit, de joaillerie. Donc c'était véritablement une exposition très très enrichissante, très très belle. Très très belle collection de la part du Petit Palais, parce qu'en fait ils ont une énorme collection de dessins de bijoux, qui viennent principalement de deux fonds, de deux artistes dont la famille a légué la collection au Petit Palais, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup ils ont exploité voilà, ce fonds de collection, et j'ai trouvé que c'était superbement bien fait. La scénographie était vraiment très très chouette. Franchement, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, si tout simplement vous avez envie de sortir sur Paris et que vous ne savez pas quoi faire, foncez au Petit Palais. C'était voilà, une très très chouette exposition. Et donc comme d'habitude, quand une exposition me plaît, j'aime bien rapporter soit le catalogue d'exposition, soit un catalogue un peu moins cher surtout, pour garder un petit souvenir de mon passage dans l'exposition, mais également pour approfondir mes connaissances sur le sujet, parce que les cartels sont quand même assez nombreux, je les ai pas tous lus, mais j'aime bien de temps en temps voilà, pouvoir me replonger un petit peu dans l'expo. Et puis le fait d'avoir un petit livre comme ça nous permet également d'avoir les belles photos des objets et quelques informations qui nous auraient potentiellement échappé lors de notre visite. Donc voilà pour le premier livre que j'ai à vous présenter, en lien du coup avec l'exposition que j'ai faite avec mon mari. Je me suis bien évidemment pris une petite carte postale. Alors j'étais déçue parce que je pensais qu'il allait avoir des marque-pages avec plusieurs croquis ou plusieurs photos de bijoux, mais que nenni, il n'y avait que dalle. Il y avait juste des cartes postales, il n'y avait pas de marque-page. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, je suis quand même contente. J'ai trouvé le marque-page avec mon dessin de bijoux préféré, voilà, qui est un collier de Raymond Soub, et je pense qu'il l'a créé, je sais plus pour quelle maison. Est-ce que je vais le trouver rapidement ici dans le livre? Je me demande si c'est pas justement Boucheron. Mais je ne crois pas, je ne sais pas. Il n'est pas noté. Non, juste noté que c'est un dessin de Raymond Soubef, je sais pas. Peut-être qu'il a des origines du sud. Je ne sais plus pour quelle maison c'était. Peut-être Boucheron. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'était
le dessin de bijoux qu'il y avait sur l'affiche et je trouvais cette affiche magnifique, je trouve ce collier magnifique, donc je suis quand même contente d'avoir trouvé cette carte postale. J'aurais bien aimé l'avoir en marque-page, mais comme on s'est dit avec mon mari, peut-être que potentiellement je pourrais découper la carte pour m'en faire un marque-page qui sera beaucoup plus pratique à mettre dans mes bouquins que cette grande carte. Mais enfin bref, donc j'ai rapporté cette petite carte postale en souvenir. Et alors nous sommes également allés aux Invalides avec mon mari. Il avait envie de faire un musée, il m'a demandé de faire les Invalides. Et donc pour une fois que mon mari me propose d'aller dans un musée, j'ai tout de suite dit oui. On y est resté longtemps en plus, hein, franchement. Après, aux Invalides, il y a de quoi faire, hein. Si vous avez une après-midi à tuer, franchement, allez-y. Les Invalides, c'est le musée de l'armée, il y a le musée des plans et reliefs, vous pouvez avoir l'armée au sens large, donc vous pouvez avoir des armes du néolithique, puis du Moyen-Âge, puis sous Louis XIII, XIV, XV, XVI, etc. Et puis il y a également toute une partie dédiée à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale. Il y a également toute une partie dédiée à Charles de Gaulle, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez également dans l'église des Invalides le tombeau de Napoléon à aller voir. Et donc avec mon mari, on a fait comme ça tout un tour à travers les époques et on a été saluer notre bon vieux copain Napoléon. Et j'ai donc ramené en souvenir un petit marque-page. Cette fois-ci, j'en ai trouvé. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, ça se fait rare les marque-pages en musée, mais j'ai quand même pu rapporter quelque chose. Alors plutôt que d'avoir un marque-page avec une peinture de Napoléon de face hyper frontale et que je trouve quand même un petit peu trop bonapartiste pour moi, j'ai trouvé un marque-page un petit peu plus subtil, donc on retrouve les différents... je vais peut-être me cacher. On retrouve les différents emblèmes de Napoléon, donc le N couronné, les petites abeilles, son profil, etc. Donc je le trouvais assez sympa. Ça fait un beau petit souvenir, donc j'ai quand même eu mon marque-page finalement. Sinon, je vous l'ai dit, hein, je suis passée en librairie, on a fait un peu de shopping et j'en ai profité pour passer dans ma librairie japonaise préférée à Paris. C'est une librairie que j'ai découverte au mois de décembre. Je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner et j'y suis allée. Et bien évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. J'avais repéré quelques petits bouquins que j'avais envie d'emporter avec moi et ça a été chose faite. Le premier livre que j'avais envie de trouver et de ramener à la maison, c'est le deuxième tome de la librairie Morizaki, qui est donc le retour à la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Donc le premier tome de la librairie Morizaki, je l'avais justement acheté en décembre quand j'avais découvert cette librairie et je l'avais lu il me semble en janvier. Donc je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog, j'essaierai de vous le retrouver, je vous le mettrai juste ici dans le petit pour que vous puissiez aller voir mon avis. Et en fait, grosso modo, mon avis, c'était qu'il était relativement positif vu que j'achète le deuxième tome. Donc là, je l'ai acheté dans l'édition Hauteville parce que je trouve que la couverture est trop belle. Il y a des petits chats, il y a des livres. Il manquerait plus qu'un petit matcha et franchement, je serais comblée. Non, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de matcha. Mais bon, il y a déjà des chats et des livres, c'est déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je pense que ce sera pas trop spoilant, même s'il s'agit d'un tome 2. Donc, les jours s'écoulent doucement à la librairie Morizaki. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, Takako vient y aider son oncle et côtoyer les habitants de Shimbosho. Elle sait qu'une librairie n'est pas uniquement peuplée de livres, mais aussi des âmes qui y trouvent un refuge. Pour remercier son oncle de sa générosité, Takako lui offre un séjour dans des sources thermales. La voici, pour un temps, responsable des lieux. Elle invite alors son petit ami Wada. Mais il n'a pas assez de temps pour elle, accaparée par son projet de roman. Existe-t-il cependant meilleur endroit que la librairie Morizaki pour partager leur amour, et surtout celui des livres ? Ah, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de retrouver donc les personnages du premier volume, donc Takako, qui est donc cette jeune fille... il lui arrivait des trucs dans le premier tome. Elle est venue un petit peu penser ses blessures et guérir son cœur donc dans la librairie Morizaki. Ça a pas mal marché vu qu'on la retrouve pour un deuxième tome. Et j'avais bien aimé cet univers, j'avais bien aimé errer dans les rues de Tokyo. Enfin moi, vous savez, j'ai un amour plus pour le Japon. Depuis que j'y suis allée, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et du coup, ce genre de lecture, ça me permet de m'immerger dans un quartier, de m'immerger dans la culture japonaise et de revivre avec grand plaisir, de vivre tout simplement avec grand plaisir des histoires dans ce pays dans cette ville que j'aime tant, donc j'ai hâte de m'y plonger. Voilà donc pour ma
mon premier achat. Attendez, parce que j'ai fait plein de petits tas pour faire les choses dans l'ordre, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est un livre qui vient de sortir, il me semble, il n'y a pas longtemps aux éditions 10-18. Donc c'est La Maison Noire de Yusuke Kishi. Ça, c'est le François, donc le lecteur amateur, qui m'avait une fois envoyé un post des éditions 10-18 pour me dire « Regarde ce livre, il va te plaire parce que le résumé n'est pas piqué des hannetons et en plus, ça se passe au Japon. » Et donc, j'ai lu effectivement ce post Instagram, j'ai lu le résumé et j'ai fait « Ouh, il a tout à fait raison le monsieur, je vais ajouter ce livre sur ma liste. » Et donc, quand je suis allée dans cette librairie, je me suis dit « Je vais regarder s'il est là et s'il y est, je l'embarque avec moi. » Et comme il était en tête de gondole, je n'ai pas cherché très longtemps et je l'ai tout de suite pris dans mes bras, comme ça, et je l'ai embarqué avec moi. En passant par la caisse, hein, bien évidemment. Je vous rassure. Alors, de quoi ça parle, du coup, La Maison Noire? Chaque matin, Shinji Wakatsuki se rend au cabinet d'assurance où il officie et chaque matin, il épluche les avis de décès pour y relever les incohérences, car nombreux sont ceux prêts à faire des fausses déclarations pour obtenir un dédommagement. Ce jour-là, pourtant, un coup de fil va le mettre sur la piste d'un dossier plus compliqué que prévu. Un homme lui demande de venir chez lui constater un décès. Sur place, Wakatsuki va faire une atroce découverte, le corps d'un jeune adolescent pendu. Suicide? Son instinct lui dicte qu'il s'est passé autre chose dans cette maison noire. Wakatsuki n'a jamais laissé un dossier sans réponse, mais celui-là pourrait bien le conduire aux confins de la noirceur de l'âme humaine. Ça a l'air trop bien. Noir comme j'aime, un roman, donc un polar qui a l'air très noir, très sombre, un peu sneaky, polar vénéneux sur les dérives de la société nippone, hors normes et addictif. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Merci l'Express parce que vous avez totalement emprunté mes mots. Donc voilà, encore un petit livre japonais du coup qui rejoint ma palle, que j'ai hâte de sortir. Comme à chaque fois que j'achète un livre en fait. C'est vrai que je me répète, mais bon, quand on en achète... C'est vrai qu'on a tout de suite envie de les lire, c'est pas par manque d'envie, c'est par manque de temps, bien évidemment. Et alors, le dernier livre que j'ai emporté avec moi, vous pouvez le voir, je l'ai déjà entamé, donc voilà, vous savez un petit peu ce qui va arriver dans l'update lecture qui va suivre. Cela dit, spoiler alert, je vous parlerai pas encore de ce livre dans ce vlog, je vais quand même laisser un petit peu le suspense traîner, je vous en parlerai dans le prochain. Mais je vais quand même vous le présenter parce que voilà, c'était mon troisième achat dans cette librairie, donc qui est le nouveau de Keigo Higashino. Alors ça c'est sur Instagram, c'est l'une d'entre vous plus précisément qui m'a envoyé un reel d'un monsieur. Je n'ai pas son pseudo, je vous mettrai les pseudos de tout le monde ici en dessous. Qui présentait en fait 5 romans de la littérature japonaise, 5 romans pour, je pense, peut-être s'initier à la littérature japonaise, enfin bref. Et dedans, il y avait bien évidemment Les Mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa, donc vous savez, c'est un des livres que j'adore, ça a été mon coup de cœur ultime de l'année 2022, c'est ma lecture préférée, c'est mon livre préféré, avec le chuchoteur quand même de Donato Carisi, mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et dans ce top, il y avait également le nouveau donc, de Keigo Higashino. Et sa présentation de ce livre m'a totalement convaincue. Et donc je me suis dit, tiens, moi qui ai envie de découvrir un petit peu plus la littérature japonaise, et notamment la littérature noire japonaise, c'est l'occasion. Et donc je suis tombée sur ce livre en rayon et je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant, je l'embarque avec moi. Je l'ai déjà commencé, mais je vais vous lire plutôt la 4e de couverture pour vous dire de quoi ça parle. Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au cœur de Tokyo, Kaga Kiyoichiro enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Récemment divorcée, cette mère de 45 ans venait tout juste de s'installer dans le quartier. Au fil de ses investigations, Kaga explore ce nouvel environnement, véritable microcosme traditionnel où subsistent des pratiques et des rituels d'un autre temps. Là, il s'arrête sur des détails à première vue parfaitement anecdotiques, comme cette gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime, ou la 2e paire de ciseaux de table qu'elle venait d'acheter. Le maître du polar nippon est de retour dans ce roman à tiroir avec son énigmatique enquêteur Kaga, dont le profond humanisme n'a d'égal que son sens de l'observation. Ce dernier y mène une quête de vérité absolue dont l'arrestation du coupable n'est qu'une étape, et nous entraîne dans un voyage si envoûtant qu'on en oublierait presque la destination.
Voilà, alors la quatrième de couverture, ça présente d'une toute autre manière le livre que cette personne sur Instagram l'avait fait. J'avoue que vu comme ça, c'est pas forcément la quatrième de couverture qui m'aurait donné envie de découvrir ce livre. Mais en fait, ce qui m'avait convaincue dans les propos de ce monsieur, c'était qu'il disait que, en fait, on va suivre une enquête. Donc, cette femme qui est décédée, il faut qu'on trouve... Enfin, il y a la police qui enquête sur le meurtre et qui veut trouver le coupable. Mais en fait, on va à chaque fois être en présence de personnages complètement lambda. Donc, on va avoir la vendeuse de biscuits, la cuisinière dans un restaurant, le commis dans un restaurant, la vendeuse d'assiettes en porcelaine, enfin bref, on va véritablement être avec les habitants de ce quartier qui vont être interrogés par la police et qui vont donner comme ça des petits indices, ou en tout cas qui vont donner leur version des faits, ils vont expliquer ce qui s'est passé au moment du meurtre, etc. Et c'est suite à tous ces témoignages en fait que la police va faire la lumière sur le mystère, sur le meurtre, et va trouver l'assassin. Et en fait, de ce qu'il nous expliquait, et de ce que je ressens parce que j'ai déjà commencé à le lire, on est véritablement en fait au cœur de ce quartier, on est au cœur, on est avec les habitants en fait, on n'est pas avec la police, on est avec les habitants, et donc c'est une plongée totalement immersive dans la vie des Japonais et dans cette vie, dans ce quartier particulier de Tokyo. Donc voilà, c'est un roman qui me donnait très envie, à tel point que je l'ai déjà commencé, mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Dernier achat que j'ai à vous présenter, et... Ah, non, je vais d'abord vous présenter mes cadeaux, parce que le dernier achat, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc ça fera la transition parfaite entre, du coup, mon petit book haul et mon petit avis lecture. Donc je vous l'ai dit, hein, je suis allée à Paris, j'ai vu notamment ma copine Lucie, et elle m'a offert 2 cadeaux, elle m'a offert 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, donc Les yeux bleus de Mistassini, de Jacques Poulain. Inconnu au bataillon, aussi bien le titre que l'auteur, donc je vais vous lire le résumé. Jack Waterman, écrivain et libraire dans le Vieux-Québec, est atteint de la maladie d'Eisenhower. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Sa tête est pleine de souvenirs d'enfance, de chansons anciennes, d'amour bringue-ballante, de Formule 1, de chats, parfait, de rêves interdits et surtout d'illusions perdues. Heureusement qu'il y a le jeune Jimmy et sa sœur Mistassini, la douce rebelle. Ce roman de Jacques Poulain raconte d'une manière sobre mais non dénuée de poésie une profonde histoire d'amour avec l'univers des livres. Donc voilà, je pense clairement savoir pourquoi Lucie m'a choisi ce livre. Profonde histoire d'amour avec l'univers des livres, et on parle de chat également, donc je pense qu'elle a fortement pensé à moi en lisant le résumé de ce livre. Et donc bah voilà, j'ai un joli livre des éditions Actes Sud qui rejoint ma palle. Et l'autre livre que j'ai reçu en cadeau, c'est donc Patrick Sénécal, Les 7 jours du talion. Donc ça apparemment c'est quand même un classique du genre. Je sais que j'ai déjà entendu ce titre, mais je ne connaissais pas l'auteur. Ce roman, à part le titre, est inconnu au bataillon, mais vu la quatrième de couverture, ça a quand même l'air d'être ma came. Il s'appelle Bruno Hamel, il a 38 ans et il est chirurgien. Avec sa petite famille, Sylvie sa conjointe et Jasmine, sa fille de 7 ans, il habite Drummondville et comme tous les gens heureux, il n'a pas vraiment d'histoire. Jusqu'à ce que Jasmine, par un bel après-midi d'automne, soit violée et assassinée. Dès lors, l'univers de la famille Hamel bascule. Mais lorsque la police arrête le meurtrier, un terrible projet germe dans l'esprit enténébré de Bruno. Il va s'emparer du monstre et lui faire payer ce qu'il a fait à sa petite fille. Le jour de la comparution du meurtrier, Hamel, qui a minutieusement préparé son coup, kidnappe le monstre, puis transmet aux autorités policières un message laconique. Celui qui a violé et tué sa petite fille va souffrir pendant 7 jours, après quoi il sera exécuté. Ensuite, seulement, lui-même se rendra. Les 7 jours du talion, un suspense d'une rare intensité dont personne, et surtout pas le lecteur, ne sort indemne. Je pense que le résumé parle de lui-même, et vous comprenez pourquoi on a pensé à moi avec ce résumé, ce livre, et donc bah voilà, un nouveau livre qui rejoint ma palle également, que j'ai trop hâte de lire. D'ailleurs, si vous avez lu l'un des livres que je viens de vous présenter ici dans ce book haul, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me donner votre avis, à peut-être me teaser un petit peu plus pour me donner encore plus envie de les sortir de ma palle. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me laisser votre avis en commentaire.
Et alors, le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui est également un livre que j'ai lu dans le train du retour, donc lundi soir. Ah Chat des rues, le tome 6. Alors, il faut savoir que quand je vais à Paris, donc j'y vais toujours en TGV, hein, bien évidemment, et quand je retourne pour revenir ici au Luxembourg, je suis toujours vachement à l'avance à la gare parce que j'aime bien prendre mon temps. Et j'ai un petit rituel, c'est que je vais au point relais, je m'achète une Volvic citron et je fais un petit tour donc de tout ce qui est côté journaux, petites revues, presse, et bien évidemment il y a toujours un corner librairie avec plein de livres et j'adore voilà, faire mon petit tour, c'est mon petit rituel, ma petite tradition, etc. Et de temps en temps, il est vrai, je trouve des pépites, que ce soit dans les revues ou alors dans les livres. J'avais déjà acheté, vous le savez, le tome 1 de Chat des rues si vous me suivez depuis longtemps maintenant. Quand j'étais partie donc dans le sud de la France en TGV toujours, pareil, avant de reprendre mon TGV, je suis passée au point relais, Volvic citron, petit tour dans le corner des livres et j'avais trouvé le tome 1 de Chat des rues. Et là, j'ai eu la belle découverte lundi de découvrir que le tome 6 de Chat des rues était sorti. Donc du coup, et ça je vous en avais parlé dans un précédent vlog où je vous donnais mon avis sur le tome 5, vous savez que autant j'ai adoré le début de la saga, autant au plus elle est passée, au plus j'ai avancé dans les tomes, au plus j'ai été refroidie parce que je n'ai pas trop aimé la tournure qu'a pris la saga. Parce qu'en fait, au début, dans les premiers tomes, on est vachement avec les chats, donc avec Maruuru et Hachi. Donc Maruuru, c'est lui, et Hachi, c'est lui, qui sont des chats des rues. On les suit, on suit leur aventure, leurs péripéties, leurs déconvenues, leurs batailles, leurs découvertes, enfin bref, vraiment les choses positives et négatives qui leur arrivent. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, surtout à partir du tome 3, on suit principalement les humains parce que voilà, il va arriver quelque chose à ces chats-là, ils vont être emportés par l'équivalent de la SPA, donc par un refuge. Et puis en fait, on va suivre la vie des chats en refuge, mais à travers les yeux des humains. Donc en fait, on va être du côté des humains, ça va être très pédagogique, ça va être très didactique, ça va nous expliquer comment fonctionne un chat, comment vit un chat, comment fonctionne un refuge, ce qu'il faut faire pour les stériliser, comment on les reconnaît s'ils sont stérilisés ou non, enfin bref. Il va vraiment avoir toute une partie didactique autour de l'univers félin, et moi ça m'avait un petit peu refroidi parce que si j'avais commencé ce manga, c'était parce qu'on était en compagnie des chats, et même si je trouve les informations données hyper intéressantes, c'est pour la culture générale, franchement c'est assez chouette de connaître ces choses-là, ces informations, mais c'est pas le but, c'est pas pour ça que j'avais entamé ce manga. Et donc à la lecture du tome 5, j'avais dit voilà, je donnerai encore une chance à ce manga, je lirai encore une fois le tome 6, et si le tome 6 continue sur la lancée de ce manga, continue à être aussi pédagogique, et aussi didactique, j'arrêterai là. Donc c'était le tome de la dernière chance. Je pense que vous le voyez à mon sourire. C'était trop bien! Franchement, ce tome-là m'a fait vraiment du bien parce que ça a renoué avec l'histoire, ça a renoué avec le dynamisme du début de la série. Et bon Dieu que ça fait du bien! Donc là, bien évidemment, les humains font partie de l'histoire parce que les chats sont dans un refuge, ils sont même dans un bar à chats. Donc du coup, les humains, ils sont là, ils ne peuvent pas disparaître. Mais ils sont vraiment passés au 3e, 4e, voire 5e plan. Et le focus est de nouveau venu sur les chats, sur leurs relations, sur leur entente, sur leur fonctionnement, leurs pensées, leur aventure, enfin bref. Le focus est refait sur les chats et franchement, j'ai retrouvé véritablement dans ce 6e tome le plaisir de lecture que j'avais eu à la lecture du premier tome. Donc c'était un tome trop bien. Et étant donné que, voilà, il était chouette, forcément, quand il y aura le 7e tome qui sortira, parce qu'il y aura un 7e tome, oui, je l'achèterai et je continuerai donc la saga Chat des rues pour le plus grand plaisir de mes followers amateurs de félins et pour le plus grand déplaisir de mes followers non amateurs de félins. Mais bon, de toute manière, si je vous parle pas de chats des rues et de chats sous forme de manga, je vous parlerai d'Yumi ou de chats dans des livres. Donc de toute manière, dans un vlog de Noémie, on parle de chats et de matcha quasi continuellement. Donc voilà. Bref. Donc voilà pour donc, le dernier livre que j'ai acheté ce week-end. Et le début de mon petit update lecture, parce que voilà, donc du coup je l'ai lu dans le TGV et c'était trop bien, j'ai trop hâte, il faut que je me renseigne quand est-ce que le tome 7 sort, parce que j'ai trop envie de continuer cette histoire. Et sinon,
Comme je vous l'avais annoncé dans le précédent rush, j'étais en pleine lecture du dernier tome. Voilà, de Nicolas Lebel, de la saga du Capitaine Merlicht, donc dans La Brume écarlate. Et comme vous avez pu le comprendre avec ce livre-là, vu que je suis en train de le lire, bah je l'ai terminé. J'ai terminé la saga du Capitaine Merlicht. Alors, vu la fin, vu qu'il y a encore plein de questions qui demeurent ouvertes, vu qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été clôturées, je me doute fortement que Merlicht va revenir pour un 6e opus, mais je ne sais pas quand. Voilà, c'est un petit peu le problème. Mais sinon, pour ce 5e tome, ce dernier tome qui est pour l'instant tangible et lisible, c'était trop bien. Voilà, c'était vraiment trop bien. Je trouvais une chouette histoire, encore une fois, une histoire qui était complètement différente des 4 précédents tomes. C'était bien rythmé, c'était bien écrit, c'était agréable. L'histoire était prenante, l'histoire était intéressante. Ce que j'aime bien aussi dans les Nicolas Lebel, c'est qu'il prend toujours quand même il parle toujours de la société, il aborde toujours un problème social. Dans le premier tome, c'était par exemple les SDF et les personnes sans abri. Dans le 2e tome, c'était un petit peu les héros de guerre, mais les héros de guerre qui n'en étaient pas vraiment, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont collaboré pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et puis quand ils ont senti le vent tourner, bah, eux aussi, ils sont devenus comme par hasard résistants, et puis ils ont été élevés au panthéon des héros de la nation, alors que, pas forcément. Voilà, il y a toujours un peu une dimension sociale qui est abordée, et ici, il y avait plusieurs dimensions sociales qui sont apportées, 2 thématiques principales abordées dans ce roman, et je trouve ça vraiment chouette en fait d'apporter de la gravité et de la réflexion sur certaines thématiques, notamment les thématiques de celle-ci, ça m'a énormément touchée. Alors je vais pas vous les dévoiler, je vais quand même vous laisser le suspense entier si vous souhaitez lire ce livre, mais c'était vraiment très bien fait, très bien intégré dans l'intrigue principale. Les personnages, je les trouve extrêmement bien travaillés. La documentation, encore une fois, parfaitement retranscrite. Le suspense et la gestion du rythme, c'était bien. Franchement... Bon, ça fait plusieurs vlogs que je vous parle de Nicolas Lebel, donc je vais pas m'étaler encore pendant des minutes et des minutes. En plus, je dois aller manger, j'ai mon cours de japonais qui commence dans 10 minutes, donc il faut que je me dépêche de clôturer ce vlog. Mais voilà, c'était véritablement une très chouette lecture. J'ai adoré, encore une fois, retrouver Merlicht de son équipe. J'adore leur dynamique, j'adore leur histoire personnelle, j'adore leur histoire en tant que collègue, et j'ai trouvé que cette lecture était vraiment très prenante. Le seul regret que j'ai par rapport à cette lecture, c'est de ne pas l'avoir dévorée, parce que vraiment on est ici dans une course contre la montre. Merlicht a très peu de temps, enfin Merlicht et son équipe, hein, a très peu de temps en fait pour découvrir qui est derrière tout le mystère de cette histoire, et donc on a véritablement une course contre la montre sur 2 jours, et donc ça donne un rythme très effréné, très rapide, vraiment on sent la pression monter au fur et à mesure des pages, et moi j'ai quand même étalé cette lecture sur plus d'1 semaine, et je pense clairement que c'est un livre qui doit se dévorer, vu le rythme vraiment intrinsèque du livre. Il faut pas étaler sa lecture, pas faire comme moi quoi, vraiment. Il faut le lire rapidement, il faut lire cette histoire sur un week-end par exemple, pour vraiment être dans le mood, être vraiment en phase en fait avec les personnages et ce timing ultra serré. Et en plus ce livre-là, je trouve qu'il se prêterait également bien à une lecture pendant la Toussaint, pendant le mois de novembre, ou à la période d'Halloween, parce qu'on est dans un Paris très brumeux. On va parler de créatures un petit peu fantastiques, il flirte un petit peu avec le fantastique, hein. Ici on va parler de vampires, on va parler de monstres de Frankenstein, donc c'est vraiment un Halloweenesque mood, et donc ça, voilà, si il y a un moment, si vous êtes en vacances, en congé, pendant les prochaines vacances de Toussaint, ou si vous avez un week-end prolongé, si le 1er novembre tombe, je sais pas, un lundi ou un vendredi, bah franchement, plongez-vous dans cette enquête. Toutes les enquêtes de Merlicht peuvent être lues, bien évidemment, de manière indépendante. Si vous avez envie de commencer par le tome 4, puis ensuite lire le 2, etc., franchement, allez-y, hein, il n'y a pas véritablement d'ordre. La seule chose, c'est que voilà, il y a une histoire, les personnages évoluent, mais Nicolas Lebel fait toujours des rappels dans ses livres. Donc par exemple,
voilà, Sophie Latour, elle est avec un monsieur et il explique à chaque fois en quelques mots, hein, c'est pas pendant des longs paragraphes, mais en quelques mots, il rappelle à chaque fois bah, voilà, qui est ce monsieur, ce qui lui est arrivé dans les tomes précédents, etc. Donc il y a quand même toujours un rappel autour des personnages et de leur histoire au début, à chaque fois qu'on les évoque. Donc pour ça, c'est bien parce que du coup, bah, si vous ne lisez pas la saga dans l'ordre, vous pouvez quand même avoir les clés pour comprendre la dynamique entre les différents personnages et comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant et pourquoi est-ce qu'on en est là maintenant dans ce tome-là. Même si, voilà, moi je vous conseillerais bien évidemment de commencer la saga dans l'ordre pour découvrir de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable et de prendre votre temps, voilà, d'avoir les 5 tomes à votre disposition pour plonger, voilà, dans l'univers et dans l'histoire et pour suivre le capitaine Merlicht et son enquête. Mais voilà, si vous avez envie de le lire de manière indépendante, vous le pouvez totalement, pardon. Et donc, bah, si vous avez envie de découvrir ce livre-là, je vous conseille fortement de le sortir à la période de la Toussaint, parce que voilà, l'ambiance s'y prête et l'enquête était vraiment trop bien. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai pas vraiment de trucs négatifs à dire. Après, j'aime tellement Nicolas Lebel, sa façon d'écrire et le capitaine Merlicht que je ne suis peut-être pas extrêmement objective. Alors j'ai trouvé que c'était pas nécessairement le meilleur tome. Pour moi, le meilleur tome, c'est le 3e, donc c'est Sans pitié ni remords. Et je pense même avoir préféré De Cauchemar et de feu, donc qui est le tome 4, le tome précédent à celui-là. Vraiment, De Cauchemar et de feu, j'ai trouvé que c'était le tome le plus abouti d'un point de vue développement psychologique, d'un point de vue développement de l'histoire, d'un point de vue développement même tome un petit peu charnière hein, au niveau de la relation des personnages. Ici, bah, du coup, comme tout a éclaté dans le tome précédent, on sent qu'il y a un petit froid dans l'équipe de Merlicht. Il y a une amorce pour ce qui va suivre et donc j'ai hâte de voir la suite. Après, au niveau de l'enquête, c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un... Quand on a lu De Cauchemar et de feu juste avant, parce que voilà, c'était la lecture que j'avais lue juste avant celui-ci, c'est vrai qu'on était tellement parfaitement dans le développement psychologique de la personne méchante dans le tome précédent que j'ai eu un sentiment de trop peu ici. J'aurais bien aimé qu'on continue sur la lancée, qu'on développe véritablement à fond la psychologie du méchant. J'ai eu un sentiment de trop peu, même si... c'est quand même très bien fait, hein. C'est bien expliqué, c'est bien développé, voilà, c'est surprenant, c'est intéressant, c'était très bien. Encore une fois, chapeau pour avoir créé cette histoire qui tient la route et qui est voilà, totalement révoltante, mais en même temps, il y a mon petit côté un petit peu sadique qui est là genre, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'était vraiment hyper passionnant quand même. Mais voilà. Une très bonne lecture, somme toute. Je lui ai quand même mis la note de 17 sur 20 sur Livre Addict. Donc voilà, c'était quand même une chouette lecture. Mais bon, que voulez-vous? On est dans un Nicolas Lebel et avec le capitaine Merlicht. Donc, pas besoin de plus. Et voilà, c'est sur ce long blabla livresque que je clôture cette 60e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour me donner également vos avis sur les livres que je vous ai présentés dans ce vlog. N'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!